Merci beaucoup, Éloi. Merci. Bon, c'est un plaisir de rencontrer Alain et Christian. J'ai pas mal discuté avec eux. Alain crée une fondation dont j'ai tout de suite apprécié à la fois le titre et j'ai décidé, s'il est d'accord, d'y participer, qui s'appelle la Fondation pour une gastronomie humaniste. C'est parlant. Fondation pour une gastronomie humaniste. Alors justement, dans ce contexte, dans cette volonté, est-ce que le repas, d'après vous, puisque cette fondation voudrait promouvoir le repas quotidien dans le monde comme lieu de rassemblement, de compréhension, d'écoute, de dialogue, des familles notamment, mais aussi dans les entreprises, plutôt qu'on l'élimine en quelques 10 minutes, comment pensez-vous que le repas, quelles sont les bases qui vous font penser que le repas peut reconstruire une forme de convivialité, de relation et de respect dans les familles et dans l'entreprise? Je pense que c'est un nouvel espace de commensalité, de partage, d'échange, dans un monde googlisé, globalisé, mondialisé. Je pense qu'à nouveau, le fait de se réunir, d'échanger, de ne pas être d'accord, le temps non repas. Je voyage un peu partout sur la planète, je voyage au moins trois fois dans le mois, et partout, je m'aperçois que ces échanges permettent de lisser les différences à la fois culturelles, religieuses, ethniques, de couleur de peau. Autour de la table, à un moment, nous sommes toujours d'accord. Voilà, même si au début c'est tendu, à la fin, chacun retourne à ses activités. On n'a beau pas être d'accord, mais le temps de la commensalité permet cela. Alors, comme auteur de La Malbouffe, en 1979, tout ce que vous faites m'inspire beaucoup, puisque j'ai parlé de la nécessité de vivre mieux en mangeant mieux. La malbouffe était à l'époque pas simplement le désordre de l'alimentation industrielle, mais le fait qu'on se nourrissait mal. Donc c'était les principes de base de la nutrition. Alors, ce que je voudrais poser comme question après la première, et merci d'avoir répondu, c'est qu'est-ce qu'y a-t-il dans le repas qui ne crée pas ce climat conflictuel où les animaux, quand on les voit à la télé, dans la jungle ou ailleurs, quand ils mangent, c'est toujours une bataille pour pas qu'on lui pique ce qu'il est en train de manger. Vous avez vu les repas des animaux, mis en scène par les documentaires de télévision, c'est toujours moi, et puis si on me pique mon truc, je me bats. C'est la différence entre les humains, certainement, et les animaux. Oui. Alors, c'est quoi? C'est simplement la différence de la violence par rapport à l'acceptation de la relation à l'autre? Question. Oui. Oui. Je ferai juste par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur la première question, cette remarque qui a été édictée par Orson Welles qui disait « Après un bon dîner, on n'en veut plus à personne, même pas à sa famille ». Il avait cette remarque toujours avec l'humour qui le caractérisait. Mais c'est vrai que le repas par rapport aux animaux, ça introduit très très bien le sujet, et notamment la fondation que nous créons avec Alain Ducasse, c'est que la nourriture n'a pas du tout le même sens, c'est le cas de le dire, pour les animaux et pour nous. Les animaux se repaissent, la nourriture, bien évidemment, dans ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, c'est le premier élément, c'est la sécurité, c'est ce qui nous fait vivre, mais c'est ce qui nous réunit aussi, et surtout, on voit tout de suite en posant cette question qu'à la différence des animaux, nous mettons dans la nourriture, nous mettons dans le fait de manger des choses qui sont totalement spirituelles. C'est-à-dire que la nourriture est au cœur des cultures de toutes les sociétés. Et souvent d'ailleurs, Alain et d'autres cuisiniers disent que pour arriver à l'excellence dans la nourriture, il faut avoir, au-delà de la maîtrise technique, le supplément d'âme. Le trait qui fait le supplément d'âme, c'est ce qui arrive. Donc la nourriture chez l'humain, à la différence de l'animal, est d'abord quelque chose qui se partage. C'est quelque chose qui se partage, c'est quelque chose qui est quasiment ontologiquement, qui fait partie, on va y venir, mais de la nature humaine, et sans doute peut-être la seule chose qui réunit tous les humains sur la Terre. C'est-à-dire on ne peut pas ne pas manger. Donc c'est quand même quelque chose qui interroge sur nous, sur notre identité, sur notre avenir, sur notre présent. Donc... Alors justement, à l'échelle mondiale, est-ce que toutes les cultures partagent les mêmes modalités et comportements au cours du repas? Ou vraiment pas du tout? Quelles sont les grandes différences que vous voyez? Il n'y a pas de différence partout. À un moment donné, on a besoin de se réunir pour partager.
Et je me rappelle, l'année dernière, j'étais au fin fond d'une forêt primaire auprès d'une communauté qui allait ramasser des fèves de cacao sauvages. Et là, le moment arrivé vers midi, la femme qui à la fois enseignait, nourrissait les jeunes enfants. Les jeunes enfants, ils étaient 50. Elle les accompagnait depuis l'apprentissage de la langue jusqu'à l'équivalent de la 6e dans le village éloigné de 2 heures de route. Et là, le moment donné, ils avaient ramassé des cabosses de cacao fraîches et on a partagé le cœur, c'est-à-dire la fève de cacao naissante. Je n'avais jamais mangé ça. Et finalement, c'était un moment d'une modestie incroyable, d'une sensibilité unique. Et j'étais là, je découvrais un goût que jamais je n'aurais imaginé que j'allais approcher un jour. Donc voilà, et le temps de ce modeste repas, puisqu'il s'agissait de ramasser quelques cabosses fraîches, dont son mari était le chef des hommes qui allaient en forêt ramasser à dos de mulet. Et j'ai passé un moment délicieux. Et là, le temps de cet échange, je ne connaissais pas cette population. Nous avons conversé de ce qui se passait. Ils étaient reliés à la civilisation. Ils avaient des écrans plats dans leur case, hein, mais ils avaient cette nécessité, comme tout humain, de faire un repas de haute gastronomie à Paris, cette nécessité de se réunir pour partager ce moment délicieux dans tous les sens du terme. Alors, gastronomie, au sens étymologique du terme, nomos, c'est la science, c'est la science des tripes. Et une gastronomie, c'est la règle, enfin, c'est comme l'économie, c'est la règle de gestion de ces tripes. C'est ça, la gastronomie. Mais dans la gastrologie, si elle existait, il y aurait la science de la nutrition équilibrée. Ce que l'on oublie souvent, dans ces termes-là, pas vous, bien sûr, c'est le plaisir. C'est-à-dire le plaisir du bien manger. Alors, ce plaisir du bien manger, il n'est pas très bien décrit parce que la société, à cause de la religion, a longtemps mis de côté le plaisir. Se faire plaisir, c'était mal vu par l'Église. Évidemment, ça ramène vers le bas, vers la matérialité. Alors, on a un mot formidable qui s'appelle faire l'amour, avec du plaisir. Qu'est-ce qu'on aurait comme mot pour faire manger? Qu'est-ce qu'on peut dire? Très clairement, faire à manger, faire à manger, partager le plaisir de partager avec celui que l'on a invité à sa table. Notre métier, c'est un métier de générosité, de partage. C'est d'abord le premier plaisir, il est à la fois égoïste, c'est donner du sens à ce que l'on prépare et donner du sens de partager. Et aujourd'hui, la notion, c'est d'un partage juste, d'une nourriture saine, d'une nourriture qui est bonne pour l'individu avec laquelle on la partage et qui est nécessairement bonne pour la planète, puisqu'on va nécessairement consommer moins de gras, moins de sel, moins de sucre, moins de protéines animales. Savoir manger en conscience, c'est-à-dire à la fois les gens que l'on convie à sa table, les nourrir de manière juste, point trop, puisqu'on peut constater aujourd'hui qu'il y a 1 milliard d'individus surnourris et certainement quelques centaines de millions sous-nutris. Et finalement, s'il y avait un meilleur équilibre, c'est une décision. Tout le monde pourrait manger à sa faim, et ceux en mauvaise santé à cause d'une nourriture trop importante et trop grasse, sous l'influence généralement du monde anglo-saxon, mais toutes les populations sont victimes de ce fléau d'obésité. Je pense que nous avons un rôle essentiel dans la manière et dans la vision que nous portons de cette nourriture humaniste. Alors justement, comment vous voyez sur un plan philosophique, alors beaucoup plus général, la relation entre humanisme, dont on connaît les valeurs depuis les Lumières, et que l'on pratique, on essaye de pratiquer dans nos vies quotidiennes, en général, sociétales ou quotidiennes, et gastronomie. Humanisme et gastronomie sur le plan philosophique. Alors, il faut effectivement d'abord savoir de quoi on parle. Le mot gastronomie, tel que vous l'avez décrit, Joël, effectivement, c'est la règle des tripes. Voilà, c'est la règle des tripes. Gastrologie, qui n'est pas dans le dictionnaire. La science des tripes. Non, gastrologie a été employée par Balzac, à ma connaissance. Oui. Il a été employé par Balzac dans un de ses romans, et il le définissait de la manière suivante en disant la gastrologie, c'est ce qui permet justement, à travers un repas, l'art de la conversation tel qu'on le pratiquait au XVIIIe siècle. Donc il avait déjà cette sensibilité que vous avez pu faire émerger. Mais c'est très important la question que vous posez entre gastronomie et humanisme. C'est un travail que nous avons fait avec Alain, qui est un travail intéressant parce qu'il n'est pas simplement un travail philosophique et intellectuel, il se nourrit
de l'expérience d'Alain sur toute tout son parcours et de l'expérience qu'on peut avoir à travers ce qu'on a fait le Collège culinaire de France ensemble, c'est-à-dire réunissant des restaurateurs, 1600 restaurateurs et plus de 800 producteurs en France. Gastronomie, c'est un élément qui a été très bien défini par Brillat-Savarin. Et sa définition qu'il a faite au début du 19e siècle, pour nous, est la définition du 21e, voire du 21e siècle de la gastronomie. La gastronomie, c'est la science raisonnée de tout ce qui concerne l'homme en tant qu'il se nourrit. Et c'est large. Son objectif, sa finalité, son but est d'assurer la conservation des hommes au moyen de la meilleure nourriture possible. Donc on est loin de la gastronomie élitiste telle qu'elle a été vécue, telle qu'elle est encore vécue quand on parle de gastronomie, notamment à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Mais c'est le mot vraiment fondamental qui dit l'ampleur de la gastronomie. Pourquoi ? Parce que, et on va voir pourquoi la gastronomie est un humanisme, sans plagier Sartre, la gastronomie est un humanisme, parce que, en fait, on s'aperçoit, on a beaucoup parlé depuis ce matin du sens, on a beaucoup parlé d'éthique, on a parlé de beaucoup de choses à travers les nouvelles technologies, à travers comment l'homme se situe à ce niveau-là. C'est l'élément humain qui, en fait, recouvre tous les grands enjeux de l'humanité, au niveau sociétal et au niveau individuel. Parce qu'on ne peut pas ne pas manger. Parce qu'au niveau de l'ensemble du monde, tous les hommes, pour vivre ontologiquement, sont obligés de manger. Au sens, bien sûr, de Brillat-Savarin, pas au sens de gastronomie élitiste. À partir de ce moment-là, quand on ingère quelque chose, si on prend conscience de ce que l'on mange, si on se pose des questions, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, ou on fait de moins en moins, on commence à le refaire, parce que justement, on a été en fait dans un écosystème d'industrialisation et de standardisation de la nourriture, avec une finalité financière extrêmement forte. Et nous, ce que nous voulons faire émerger, c'est un autre écosystème planétaire, non pas d'industrialisation, mais d'artisanat, parce que derrière le mot artisan, il y a un homme, il y a une femme, et de diversité par rapport à la standardisation. Tout simplement parce que la diversité, c'est la vie, et que la standardisation, c'est la mort. C'est volontairement excessif ce que je dis, mais c'est cette tension permanente. Donc, la gastronomie est au cœur de tout. La gastronomie, au niveau planétaire, quand j'ingère quelque chose, j'intègre quelque chose qui touche mon intégrité, complètement. Donc, ma santé. Si c'est bon pour ma santé, ça sera bon pour la planète. Et inversement. Ce qui est bon pour la planète sera bon pour ma santé, ce qui est bon pour ma santé sera bon pour la planète. Mais ça touche aussi une culture ou des cultures, des comportements. Ça touche aussi des éléments qui concernent l'économie. Parce qu'en mangeant certains produits qui viennent de certains endroits, si vous posez certaines questions, bien évidemment, vous touchez à l'avenir de la planète sur le carbone, vous touchez à des filières alimentaires, vous touchez ou vous favorisez des filières artisanales ou non. Ça touche au social et ça touche même à l'éducation, bien évidemment, puisque le goût, on l'a dit dans l'appel à la Déclaration universelle de la gastronomie humaniste qu'on vient de lancer, le goût est éminemment politique, est éminemment formateur. Le sucré et le salé vous infantilisent. Et c'est toute l'industrialisation de la nourriture. Le sucré, salé, gras. Sucré, salé, gras en même temps. Alain dit souvent, moins de sucre, moins de gras. Bon. Alors, justement, autour de tout ça, puisqu'on a encore un tout petit peu de temps, comment vous voyez l'invasion de la technologie, c'est-à-dire la conquête de nos esprits, par rapport à l'émotion du repas partagé ? Moi, je suis atterré, peut-être vous aussi, quand je vais dans des grands restaurants, de voir un couple qui ont leur téléphone en face l'un de l'autre sans se parler, ou des enfants à table qui ont tous leur smartphone, avec les parents qui ont aussi leur smartphone. Ils sont connectés. Et ils sont connectés, ils recherchent des... Mais pas entre eux. Mais alors, est-ce qu'on devrait, dans des très grands restaurants, je ne vais pas dire interdire le smartphone, c'est ridicule de dire un truc pareil, mais de mettre... Comme on a dans les trains maintenant, si vous avez à téléphoner, allez dans le couloir pour ne pas gêner les gens. Mais c'est quand même absolument incroyable. Est-ce que vous ne croyez pas que cette technologie de l'hypercommunication est en train de tuer l'émotion du repas ? Mais il faut rien interdire, il faut conquérir. Non, interdire. Il faut mais il ne faut rien interdire. Non, il faut expliquer aux gens pourquoi ça fait du mal à tout le monde. Je pense même que l'explication rationnelle ne fonctionne plus.
Il faut donner, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, du sens et du plaisir. Parce que du partage. Dans ce que nous avons monté, nous disons souvent, bien sûr, la technologie, c'est extraordinaire, ça apporte plein de choses, mais c'est un outil au service de l'humain. Rien ne remplace, c'est la preuve aujourd'hui, l'échange et la relation humaine par rapport à la relation virtuelle. Le clic, bien sûr, connecte, mais isole aussi. Alors, il y a des solitudes constructives, mais là, il y a beaucoup de solitudes aussi qui écartent et en fait qui isolent. On le voit dans toutes les études sociologiques. Les réseaux sociaux, c'est seul, ensemble. Voilà. Alors que le repas, dans un bon restaurant, avec des repas produits par les gens que vous avez formés, c'est ensemble, partageons, aimons. Aimons ce qu'on fait, aimons-nous en même temps. Parce que quand les gens partagent un bon repas, ils s'apprécient les uns les autres. D'être là, de goûter un bon vin ou de goûter un bon repas. On parlait ce matin d'identité. Mais aujourd'hui, c'est une vraie révolution des esprits qu'il faut avoir. L'identité, c'est plus l'identité, l'altérité. L'identité, c'est l'autre. C'est Rimbaud qui disait « je est un autre, je et moi ». C'est l'autre qui me rend moi-même. Et l'autre et moi. C'est-à-dire qu'en fait, l'altérité, c'est pas quelque chose ailleurs avec qui il faut essayer d'être gentil, etc. Si l'autre ne gagne pas aujourd'hui, je perds. De toute façon, même si je le déteste, si on ne comprend pas ça et si on n'est pas passionné par ça, on se pénalise soi-même. Absolument. Alain, comment vous voyez dans la formation des jeunes cuisiniers, dans la formation à la gastronomie qui est derrière la cuisine, l'introduction de ces éléments humanistes? Il faut leur apprendre à savoir qui est derrière le produit qui va être préparé. Il faut aller à l'origine et derrière chaque produit, il y a un homme, une femme, partout sur la planète. Donc il faut refaire cet effort. Il ne faut pas subir la grande distribution. Il faut faire avec, à côté. Il ne faut pas se battre contre. Elle existe. Ils cherchent avec nous des solutions pour faire moins, pour produire mieux. Je ne suis pas opposé à la viande. Je dis, il faut en consommer moins, il faut en consommer mieux. Il faut que l'éleveur qui a derrière, il ait du sens à faire son travail, qu'il reçoive la juste rétribution de son travail. Et ainsi, il pourra non pas survivre, mais vivre correctement. Et ainsi, on va moins produire. C'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour la planète. Donc, il faut prendre le temps de manger, de chercher un modeste pois chiche, de chercher de modestes produits, quelques légumes, et ça suffit largement à satisfaire, à nourrir une famille. Donc, contrairement à ce que l'on peut dire et penser, on peut manger de manière très saine avec un modeste budget, parce que c'est ça le vrai sujet. Faire de la haute gastronomie saine, c'est facile. Faire de la bonne gastronomie et de la bonne nourriture en ayant la connaissance de ce qu'on donne à partager à sa famille, ça ne nécessite pas de l'argent, ça nécessite un choix éthique et une décision quotidienne. Alors ce choix, comme nous le disions dans la malbouffe avec ma femme, en 79, manger différemment, c'est voter tous les jours pour l'environnement. Ça, c'est une chose qui a été dite et répétée plusieurs fois. Mais alors, j'ai une question que je voudrais vous poser, c'est la question de la complémentation. Alors peut-être que dans la salle, les gens ne savent pas ce que c'est que la complémentation. C'est la base des repas traditionnels. C'est le fait qu'on a besoin de 8 acides aminés essentiels pour fabriquer les protéines de notre corps tous les jours. Et ces 8 acides aminés, on ne les fabrique pas, on est obligé de les trouver à l'extérieur. Alors évidemment, la viande, ou les viandes riches en général, ont tous ces acides aminés dont on a besoin. Sauf qu'il y a du gras dans la viande et il y a du coup en CO2 pour fabriquer de la viande et un beefsteak. En revanche, la complémentation, c'est l'utilisation de la méthionine et de la lysine, par exemple du riz et des lentilles. C'est pourquoi, dans les plats traditionnels, on mélange le riz et les lentilles qui a la valeur d'un beefsteak. Ça ne se sait pas. Ça devrait être enseigné dans les écoles dès le début. Deuxièmement, en Chine, c'est le riz et le soja. Au Mexique, c'est les garbanzos, les haricots rouges et les pois. Dans l'Afrique du Nord, c'est le pois chiche et la semoule. C'est-à-dire que les peuples traditionnels ont découvert que plutôt que de tuer la vache dont on utilisait le lait ou de tuer les poulets dont on utilise les œufs, il vaut mieux complémenter les végétaux, les légumineuses et les céréales pour avoir l'équivalent d'un beefsteak. Peut-être que vous apprenez quelque chose, mais je suis étonné qu'on n'apprend pas ça dès l'école aux enfants. Ça doit commencer dès l'école, c'est clair. Il faut aussi rééduquer les commissions de parents d'élèves sur les menus qui sont persuadés qu'il faut encore 2 ou 3 fois par semaine de la mauvaise protéine, parce que nécessairement c'est la mauvaise protéine, donc il vaudrait mieux en avoir 80% de moins, de meilleure qualité, moins souvent, etc. Mais ça commence à la fois chez les parents et chez les enfants. Meilleure qualité et qui donne du plaisir. C'est l'idéal de la gastronomie moderne, respectueuse de l'environnement. Alain Ducasse a réussi ce pari fou qui était de dire « je fais un restaurant uniquement
avec des céréales, avec des légumineuses, etc. Un restaurant qui est devenu 3 étoiles. Et je peux vous dire que c'est un pari fou parce que c'était pas du tout admis, y compris par ceux qui jugent les restaurants, bien évidemment. Mais Christian, c'est traditionnel dans tous les pays du monde. La tradition de l'alimentation est fondée sur la complémentation végétale. Et on ne le dit pas assez, on ne le sait pas assez, on ne pense qu'à la viande, ou au poisson, ou au poulet. D'accord, mais ça y est, la prise de conscience est actée. Mais le pouvoir de chacun d'entre nous... Vous allez le dire dans votre fondation, j'espère, c'est fondamental. Le pouvoir, exactement. Le pouvoir de chacun d'entre nous est dans l'assiette, beaucoup plus que dans les urnes. Parce que dans les urnes, on ne sait pas trop où ça va et ce qu'on en fait. Mais en ce qui concerne l'assiette, quand vous mangez quelque chose, si vous prenez conscience de ce que vous mangez, si vous posez des questions dans un restaurant, d'où viennent les produits, comment ils ont été fabriqués. Les restaurants nous disent, dans l'association que nous avons créée, mais on n'a pas besoin de savoir si les producteurs sont labellisés. On va les voir avec nos équipes. On passe une journée et là, on voit comment le type travaille, comment il traite la terre, comment il traite ses animaux. Et on sait, on peut raconter l'histoire. On la raconte à l'intérieur du restaurant et on la raconte à nos clients. Et voilà. Donc tout ça, ça demande une chose quand même fondamentale qu'on n'a pas dite depuis le début, c'est que la technologie, on dit, nous fait gagner du temps et nous facilite la vie. Mais regardez, on nous fait gagner du temps, on n'a jamais eu aussi peu de temps. Donc on gagne du temps pour en avoir de moins en moins. Non, il faut investir du temps. C'est quand même extraordinaire. Pas gagner du temps, puisque de toute façon, on est condamné à disparaître. Il faut investir du temps pour créer un capital temps qui génère des dividendes de temps. Il faut réapprendre. Il faut refuser de ne pas savoir. Si on est ce que l'on mange, comme ça a été dit par les Vistros, si on sait pas et si on ne sait plus ce qu'on mange, on ne sait plus qui on est. Voilà une belle conclusion. Ça demande merci à tous les deux. Merci beaucoup Alain. Merci Christian d'être venu.